Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet d'analyser, de décrypter et de commenter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. 5 sujets sont au menu ce dimanche. Il s'agit des barrages routiers effectués par l'école Gouégo ce vendredi pour exiger la libération de leurs membres incarcérés pour séquestration, coups et blessures sur des présumés voleurs. Comment gérer cette épineuse question d'école Gouégo? Nous lancerons le débat. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a adopté un décret qui annule la décision de nomination de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida en qualité d'ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis. Pourquoi cette décision et pourquoi maintenant? Mes confrères donneront leur point de vue. Des membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie française, seront bientôt déployés au Burkina Faso pour faire face à la crise terroriste en Afrique. Est-ce la solution? Analyse et commentaires tout à l'heure. Nous parlerons également des premiers attentats en Côte d'Ivoire qui ont fait 18 morts le dimanche dernier. Enfin, nous dirons un mot sur le second tour des élections présidentielles au Bénin et au Niger. Avec moi sur ce plateau, 4 invités. Il s'agit de Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour. Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour Rabo. Alain Saint-Robespierre du journal L'Observateur Palga. Bonjour Robespierre. Oui, bonjour, et enfin Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité ces derniers jours a été marquée par de nouvelles actions des groupes d'autodéfense appelés Colgouego. Ils ont paralysé le trafic routier pendant plusieurs heures ce vendredi sur les routes nationales numéro 1 et numéro 4. Ils exigent même la libération de leurs membres, des membres de Colgouego de Fadangourma, arrêtés par la gendarmerie et transférés à Ouagadougou pour séquestration, coups et blessures sur des présumés voleurs. Alors, chers confrères, votre réaction face à cette nouvelle action des Colgouego? Ladji Bama. Je crois que c'est déplorable, hein, comme tous on peut le constater depuis que ces événements ont commencé. On ne sait pas vraiment où on est en train de partir, où le pays est en train de partir avec de tels agissements. C'est vraiment c'est regrettable tout simplement. Mais ça revient à ce que moi j'ai toujours dit depuis le départ par rapport à cette question des Colgouego. Il faut absolument arriver à asseoir toutes les parties, j'allais dire que ce soit les Colgouego, les responsables, les autorités nationales chargées des questions de sécurité. Il faut que les gens arrivent à s'asseoir, parce que moi je reste toujours convaincu que la solution des Colgouego ne réside pas dans cette histoire de les rayer tout de suite et puis bon, on n'en parle plus. C'est pas possible, moi je reste convaincu de ça. Il faut arriver à trouver en tout cas des solutions qui vont en tout cas impliquer une certaine délimitation. Il faut fixer les limites des compétences de ces gens-là. Parce que, comme on le dit, quand tu écoutes les ressortissants des régions où ils interviennent, il est indéniable qu'ils sont d'une utilité incontestable. On a besoin d'eux parce que là où il y a les grands délinquants dans la région de l'Est, il n'y a que ces gens-là, les populations de là-bas doivent les saluer à ces gens-là. On ne peut pas les rayer comme ça du jour au lendemain. Mais s'ils doivent aussi continuer dans ces genres de comportements, ces abus-là, là aussi ça pose problème. Il faut nécessairement arriver à les cadrer, et à délimiter, aussi, fixer des limites à leurs compétences et tout ça. Et cela aussi implique que, parce que j'imagine que si on doit limiter leurs compétences, il n'est plus question qu'ils puissent en arriver même à attraper des gens, aller lyncher et tout ça, et faire leur justice à eux. À la limite, ils peuvent se contenter de capturer ces délinquants-là et les confier aux autorités sécuritaires nationales qui vont se charger de ça. Mais dès qu'on en parle de ça aussi, cela implique aussi qu'au niveau, que ce soit des structures de sécurité ou même de la justice, il faut aussi qu'on puisse mettre les points sur les i aussi à ce niveau. Parce qu'il y a trop de problèmes à ce niveau-là. Quand tu écoutes les gens, la justice, on n'en a
On n'a plus confiance dans la justice, c'est ce qui donne lieu à tout ça. Il faut qu'on arrive à avoir des juges qui soient vraiment responsables, des juges qui ne sont plus corrompus. Parce que c'est ça aussi le problème. Tant qu'on n'a pas ces préalables-là, on n'y arrivera pas à quoi que ce soit dans cette histoire-là. Alors, Rabo, est-ce que vous partagez tout ce que vient de dire Bama? Oui, je suis d'accord avec Ladi Bama. Seulement, je crois que la situation qu'on vit est liée en partie à la proximité qu'il y a avec les prochaines élections municipales. Ça fait que les autorités en place ne veulent pas prendre le risque d'aller gérer directement et frontalement les corps ruraux. Sinon, moi, j'ai dit que les corps ruraux, c'est une bonne chose, mais à condition que ces groupements d'autodéfense-là soient recadrés, encadrés, formés, sensibilisés. Mais là, je vois que comme il y a des élections tout de suite, tout le monde fait des calculs politiques, que ce soit le ministre d'État Simon Compaoré ou même le chef de file de l'opposition. Voilà, donc ça pose un problème. Donc dans l'immédiat, on n'aura pas de solution parce que personne ne veut dire la vérité au corps louéro. On a vu quand le gouverneur à l'Est a tapé du poing sur la table, voilà, ça a mis le feu aux poudres. Alors que c'est ce langage-là que le ministre d'État devrait tenir, dit que travailler avec les corps louéro, ça ne veut pas dire un soutien d'État dans l'État. Voilà, ça veut dire travailler, collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et ça veut dire faire en sorte que nous vivions dans un monde paisible où il y a moins de vols, mais où aussi tout le monde respecte la loi. Mais ça, c'est un discours peut-être qu'on va entendre après le 22 mai. D'accord. Alors, Robespierre, vous partagez l'avis de vos deux confrères. Les corps sont utiles, il faut seulement recadrer leurs actions. Bon, ça dépend des missions que l'on attribue à ces corps-là. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que mon confrère Lagui a dit, qu'il faut délimiter leurs compétences. Mais les compétences, on va les délimiter à quel niveau? Parce que les corps, tels qu'ils existent aujourd'hui, ils font quoi? Ils procèdent à des arrestations, ils procèdent à des emprisonnements, ils perçoivent, ils infligent des amendes. Est-ce que dans ces trois domaines qui relèvent du domaine régalien de l'État, on peut venir ici encore pour délimiter des compétences, dire le corps légaux, vous pouvez arrêter, mais vous ne pouvez pas emprisonner. Ce n'est pas possible. Nul n'a le droit d'arrêter autrui. Il y a des forces spécialement dans la République qui ont cette compétence. On ne peut pas donner ça, on ne peut pas sous-traiter ça avec le corps légaux, sous prétexte qu'il y a un déficit de sécurité, il y a un déficit au niveau des effectifs des forces de défense et de sécurité, alors il faut faire appel à ces gens. C'est comme si, au Burkina Faso, je vais prendre un exemple, il y a un déficit de médecins. On dit, bon, comme il n'y a pas de médecins, ben, on va faire appel aux vétérinaires. Ah, ils s'y connaissent quand même, ils vont venir et puis bon, essayer de supplier au vide qu'il y a. Il n'y a pas assez de chirurgiens, ben, on va faire appel aux bouchers, ben, ils savent tailler des morceaux, ben, on va les former rapidement et puis bon, concernant certaines interventions, on va leur confier. Je crois que l'État est organisé. Là où les Congolais interviennent aujourd'hui, ce n'est pas de leur ressort. Je crois que c'est cette vérité qu'il faudrait tenir face à ces gens-là. Maintenant, je suis d'accord, on ne peut pas les rayer d'un coup de crayon, c'est vrai, mais il faut tenir un discours de vérité. Et c'est là qui est dommage au niveau des autorités politiques. Mais si on ne peut pas les rayer, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut d'abord leur dire, là où vous intervenez, ce n'est pas de votre compétence. Les Congolais originels, comme je l'ai toujours dit, sont nés dans le Yatenga et c'est des gens, c'était des entités communautaires qui s'occupaient, qui luttaient contre la dévastation de la brousse. Voilà, c'était comme des gens qui s'occupaient de l'environnement. Et c'est petit à petit que ça a commencé à glisser. Tant que c'était à ce niveau, ils s'occupent de l'environnement, il n'y a pas de problème. Mais sous prétexte qu'il n'y a pas de policiers ou il n'y a pas assez de gendarmes, ces gens, on va sous-traiter notre sécurité avec des gens qui n'ont aucune formation, qui méconnaissent les règles, qui méconnaissent les lois. Mais je crois que la dérive est vite arrivée et on est en train d'assister à ça. On a toujours dit, on s'amuse avec le feu concernant la question de corps légaux. Il faut que l'État tienne un discours ferme. La dernière fois, j'ai été content du discours du gouverneur de la région de l'Est,
Mais apparemment, il a été recadré avant-hier ou c'est quand on a senti que son discours a un peu changé à l'égard de ce Kogolego. Et je crois que ce sont ces demi-mesures-là qui risquent vraiment de nous conduire droit au mieux. D'accord. Alors, Dacier. Oui, merci. Bon, moi, je suis d'accord à certains points, mais pas totalement. D'abord, c'est quand même dommage que les autorités de nos pays ne nous écoutent pas. Vous savez, les débats que les journalistes mènent, on est à un certain niveau quand même. Il faut qu'on se félicite parce qu'on donne des bonnes idées. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Vous vous rappelez une fois, j'avais personnellement dit ici, il y a une mauvaise appréhension du phénomène. Jusqu'à présent, ni le ministère, ni le président de la République, ni les mêmes magistrats qui ont soulevé le problème, personne n'a fait une sortie scientifique sur le terrain pour appréhender le phénomène. Donc déjà, si nous discutons sur les Koloego, c'est par voie de presse et des rumeurs, ce qui est absolument inacceptable. Dans un pays où vous chantez tous les jours l'état des droits, même vous êtes scientifiquement nul, vous avez des méthodes plus paysannes que les paysans eux-mêmes. Voilà ce qu'il faut dire d'entrée de jeu. Deuxièmement, moi personnellement, ça ne m'a pas étonné. C'est fait la énième fois que la gendarmerie a des accrochages avec la population. Ça ne m'a pas étonné et je pense que du coup, il faut que la gendarmerie voie sa méthode d'approche. Ce n'est pas parce que c'est les Koloego. À plusieurs reprises, sinon qu'à chaque mois ou chaque 2 mois, 3 mois, dans notre pays, on entend que dans tel village, il y a eu accrochage. Et moi, j'ai eu cette expérience chez nous à Kamti, où en 2005, le même problème, il y a un problème où la population allait réclamer qu'on libère un détenu. Et finalement, c'est l'armée burkinabé qui allait dans le village de Osora à Kamti, détruire les villages, brûler les greniers. Vous pouvez lire ça dans l'événement, les choses dans Sidoya même, c'est en 2005. Donc, voilà par exemple comment nos forces de sécurité aussi n'ont pas de méthode d'approche avec les populations et en collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Troisièmement, du côté Koloego, je pense que moi je ne suis pas du tout émotionné, c'est très intéressant comme problème, c'est très intéressant comme phénomène et il faut prendre ça très au sérieux dans nos analyses. Il ne faut pas qu'on se flatte. Mais pour vous, la solution c'est quoi? Pour qu'il y ait solution, j'ai parlé de l'appréhension du problème, du phénomène. Mais ça va prendre du temps. Il faut faire une enquête sur le terrain, attendre les résultats. Absolument. Mais on a besoin d'une solution tout de suite. Non, on ne peut pas faire une solution tout de suite. On n'est pas des paysans. On ne peut pas être plus paysans que les paysans aussi dans ces domaines. Pourquoi je dis qu'il faut appréhender le phénomène? Actuellement, on dit que c'est des groupes d'autodéfense. Ce n'est pas vrai. Par quelle analyse, ou bien eux-mêmes, comment ils s'appellent? Donc, du côté Koloego, pourquoi je dis que c'est très intéressant? Quand l'État vous abandonne, vous faites comment? Les Koloego, dans leur mission, les Koloego ne sont pas tombés du ciel. C'est le fait qu'il y a un faible ancrage de l'État auprès de nos populations, que les populations se sont levées en tant que groupe humain, intelligents, dotés d'une organisation sociale de base. Ils ont vu qu'il faut prendre leur destin en main et ils relèvent de leurs droits et de leurs devoirs de prendre leur destin en main. Imagine-toi, M. Sagnon, ton oncle est assis au village avec ses quelques chèvres, c'est avec ça qu'il scolarise ses enfants. Un beau jour, les gens viennent ramasser ça, il va à la gendarmerie, ou bien même il va dire à la gendarmerie, on dit, mets du carburant, nous on va venir. Ou bien on dit, il n'y a pas de carburant, nous on ne se déplace pas. Ou bien il va en justice, il se rend compte qu'il connaît les voleurs parce qu'il a vu la chèvre avec un boucher ou bien quelqu'un d'autre. On refuse de lui rendre justice. Tu crois que lui, là, il va respecter la gendarmerie ou la police? Du même coup, nous qui sommes en ville, on met un policier et un VADS au feu. Est-ce que nous, on respecte ça? N'en parlons pas du village où il n'y a pas l'État. Il n'y a pas l'État dans la région de l'Est, là, depuis 1800 combien, on sait que c'est une région dangereuse. Jusqu'à Blaise Compaoré aller payer un hélico, on a fait un reportage, avec la RTB a fait un grand reportage, que voilà un hélico qui va nous permettre de lutter contre le grand bandit. Ça a apporté quoi? Donc, il ne faut pas aujourd'hui jeter les pierres sur la population sans appréhender le phénomène. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Et pour terminer, vous voyez comment la communication a été faite. On a un problème sérieux dans notre pays avec les populations. Depuis qu'il y a eu l'insurrection, le président Michel n'est pas allé vers les populations. Le président Roch est venu, depuis là, ça va faire bientôt ses 100 jours, il n'est même pas à l'intérieur. Il est en audience. Il n'est pas à l'intérieur du pays. Depuis qu'il a été élu, c'est des audiences. Et actuellement, tous les Burkinabés connaissent comment son calendrier de sortie internationale est chargé. Mais à l'intérieur du pays, on nous voit. Le président Kaboré devait et doit aller rapidement à Fada. Dans ces zones où il y a les Koloego, dire qu'en tant que président, je viens vous rassurer, je vais prendre le problème en main. Il ne l'a pas fait.
Et vous êtes là, si vous voulez que les populations soient là en train de vous écouter comme des enfants. Ce n'est pas des enfants là. Donc vous comprenez les actions qui sont menées actuellement. Il faut que le président Kaboré quitte son palais pour aller dans ces zones. Mais ça ne va pas apporter la solution. Ça va apporter la population parce que la population a besoin de sentir qu'ils sont dans une république. Et le président peut aller à Lorobou ou à Madjouari parce qu'il y a un problème. Les populations de Madjouari vivent un problème. Et qu'est-ce qu'il doit dire à ces populations, à ces Il doit dire à ces populations, je vous comprends, je suis venu pour vous écouter. Ensemble, quelles sont les solutions qu'on peut trouver? Et ensemble, ils vont décider. Il faut aller vers les populations. Si vous laissez les populations, nous ne sommes pas dans un royaume où le roi est assis dans son palais. Rabo a la parole. Oui. Dacier a raison dans la mesure où, en réalité, c'est un déficit d'autorité de l'État. Il ne faut pas ramener ça seulement au Korlouiro, puisque vous avez vu ce qui s'est passé à Diapara, ça n'a rien à voir avec les Korlouiro. Voilà. Les élèves qui vont attaquer, pour faire sortir un élève qui est détenu, ce qui s'est passé plus loin, à Saint-Quincé, oui. Et ça n'a rien à voir avec les Korlouiro, c'est un déficit et un manque de confiance des citoyens en l'État. Et ça, c'est depuis Blaise Compaoré. Et je crois que dès que le nouveau pouvoir s'est installé, sa priorité, ça devrait être ça. De faire en sorte que les citoyens aient confiance en l'État. Pour faire en sorte qu'on ait cette convergence de vues-là sur la destinée de la nation. Mais là, le président, il est encore dans son palais. Il n'est pas encore... Robespierre a la parole. Je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse un mauvais procès au président. Pas nous sommes... Non, attendez, il va finir. C'est un très bon conseil. Il va finir. Dacier, c'est Robespierre qui a la parole. Voilà. Oui. Nous sommes dans un État organisé où le chef de l'État, il a des collaborateurs, il a des répondants directs qui sont chargés de gérer un certain nombre de problèmes jusqu'à un certain niveau. Le gouverneur de la région de l'Est, il est là. Il représente le chef de l'État et le gouvernement. Il y a les ministres. Donc, très tôt, demander au président Compaoré d'aller rencontrer... Excusez-moi. Demander au président Kaboré... Kaboré d'aller rencontrer directement ce Korlouiro-là. Je crois que c'est un peu... Non, oui, même la population. Il n'a pas encore, peut-être, tous les outils nécessaires, la communication nécessaire pour affronter ces gens-là. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle le problème de subsidiarité. Il y a d'abord le gouverneur qui va gérer. Jusqu'à un certain niveau, ça pourra monter jusqu'au ministre. Et quand ça va atteindre un certain degré, le président peut aller soit directement rencontrer ces populations, ou bien de son palais, faire un discours adressé à toute la nation. Mais ce n'est pas tout de suite que, dès que ça a commencé à péter, le président prend son hélico ou son aéronef. À cet allure-là, je crois qu'il va passer tout son temps à gérer ce genre de problèmes-là, qu'à vraiment à s'occuper d'autres problèmes tout aussi utiles que le problème de sécurité. Et je voudrais terminer pour dire, on est tous d'accord, la quête de la sécurité, c'est une quête légitime. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un État organisé où ce n'est pas toutes les initiatives pour parer au déficit de l'État qui sont à accepter. Nous sommes tous d'accord. Tout ce qu'ils disent, effectivement, au niveau de la justice, il y a des problèmes. Au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a des problèmes. Mais la solution ne réside pas à ce que les populations elles-mêmes s'auto-saisissent et entrent dans le champ de compétences de l'État pour travailler. À cette allure, nous évoluons vers où? Vers la faillite de l'État. C'est vers la faillite de l'État. Je suis d'accord, on peut examiner d'autres pistes de solutions. Mais ce n'est pas confier la sécurité et la justice à une communauté ou bien à des groupes communautaires qui relèveraient même de la justice privée. On n'a jamais vu ça. D'accord. Bama. Non, je crois qu'on dit tous la même chose sur cette question-là. On dit tous la même chose. Et même mon ami Robespierre, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, à la fin, dans son raisonnement, je vois qu'il est d'accord avec moi. Parce que quand on en arrive à dire qu'on ne peut pas les rayer, s'ils doivent exister, c'est qu'on doit pouvoir dire ce qu'ils doivent exister pour faire. On peut pas dire qu'ils existent et puis ils ne font rien aussi. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, justement. Non, oui, on le ramène. Quand je dis qu'il faut qu'on délimite leur champ de compétences, c'est qu'on doit dire s'ils existent, voilà ce que vous pouvez faire, voilà jusqu'à aller où vous pouvez aller. Voilà où vous ne pouvez pas aller. Et ça, on peut le faire, c'est très facile. Si on dit que dans certaines localités, faute de gendarmes suffisants, faute de policiers, il y a des gens qui peuvent aider, jusqu'à même capturer, parce que c'est ce qui se passe. Quand on regarde, il y a des localités, moi j'ai écouté des témoignages, il y a des localités où souvent même
on perd une chèvre, il suffit que les Congolais lèvent la voix pour dire non, c'est eux qui a volé la chèvre. D'ici demain, on voit des gens qui viennent rendre ce qu'ils ont volé. Et ça, c'est pas rien. Il faut déjà se féliciter pour ça. Donc, moi, je crois qu'on peut travailler avec eux jusqu'à délimiter jusqu'à où ils peuvent aller. Et quand je regarde ce qui s'est passé à Fada la dernière fois, moi, je n'étais pas au Burkina, je suivi ça de loin, mais je dis, mais voilà. Voilà des gens que tout le monde en ville, nous tous, on leur dénie toute légitimité, on dit qu'ils sont du n'importe quoi. Mais on dit, non, on veut les taper dessus. C'est la population qui sort qui dit, non, non, vous ne touchez pas à nous, Koléogo. Il faut faire attention. Ça veut dire que c'est des gens, quand même, ils occupent une certaine place dans le vécu quotidien. Non, ils sont populaires, tout le monde le reconnaît. Il ne faut pas balayer ça comme ça du jour. Ils sont populaires. Oui, voilà, moi je voulais dire, moi, très rapidement, je n'ai rien contre le président Kaboré, je lui donne des bons conseils. S'il veut, il n'a qu'à aller aux Élysées, on va pas, si on ne le ment pas, on va lui dire la même chose. Depuis 2011, l'État a failli, le pays est dans des problèmes. Le président, s'il est venu, si c'est un homme d'État sincère et responsable, sinon que ambitieux, la première des choses, quand il est élu, il a pris fonction, il va vers les populations. Parce que les problèmes maintenant dans nos villages, il y a trop de problèmes. Les populations, moi je prends chez moi à Kpéré. Quand vous regardez Kpéré, quelqu'un qui est à Kpéré, qui n'a même pas de route, qui ne gagne même pas la RTB, ni la radio, ni la télé, il est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais le président n'a pas besoin d'aller à Kpéré pour se rendre compte. Non, je termine. Ce que vous dites, vos hauts commissaires, ce que vous dites, attends, ce que vous dites, ce que vous dites, on le laisse terminer. On laisse terminer. Gérer là, c'est aussi être en contact avec sa population. C'est pas faire des audiences. C'est Dacier qui a la parole. Ce que vous dites, c'est les audiences seulement il fait. Moi, je ne l'ai pas vu faire. S'il vous plaît, Dacier termine rapidement. Mon frère Robespierre, c'est la gangrène des hommes d'État burkinabés. Je vous apprends que c'est Césaire-Beau qui a été le premier chef d'État voltaïque à aller auprès des populations. Et depuis lors, là, on n'a pas, mis à part la révolution, on n'a pas d'homme d'État qui va vers les populations. Quand vous parlez de hauts commissaires et de préfets, c'est pas vrai. Les hauts commissaires, les préfets, les gouverneurs se cherchent. Ils n'ont même pas l'autorité parce que l'État ne les a pas donné l'autorité. Pourquoi j'ai dit cela? Quand il y a eu le problème à Rio ou bien c'est à Léo, là. Il faut leur donner cette autorité. Mais c'est pourquoi j'ai dit que l'État, la faillite de l'État. Non, je termine. On n'est pas dans un royaume, monsieur Robespierre. Au Burkina, on pense qu'on est toujours dans des royaumes. Le président doit rester dans son palais. Même le pape, Jean-Paul II, a cassé le mythe que qui veut voir le pape sera à Rome. Il vient maintenant sur le terrain. Le président doit aller auprès de ses populations. Je ne vois pas le lien direct. Il y a un lien. On a expliqué le lien. On vous a dit qu'il y a un déficit d'État au niveau local. Mais ce n'est pas le fait qu'un président va se déplacer. Ça fait partie. Le symbole fait partie. Mais ce n'est pas la solution. Ça fait partie de la restauration de l'autorité de l'État. Je regrette. Si vous dites que le président doit rester à Kosiam et puis attendre que ses collaborateurs viennent, dites-moi pourquoi le ministre d'État lui-même. On ne l'a pas dit. Pourquoi le ministre d'État n'est pas encore allé à Fada? Prenez le soin d'écouter et puis vous allez comprendre. Oui, on n'a pas dit qu'il ne doit pas sortir. C'est lorsque lui il a parlé que tout de suite là, il doit le faire. J'ai dit non, pas forcément. Il a d'abord des collaborateurs qui gèrent le problème. Peut-être qu'arrivé à un certain niveau, le président va sortir. Et c'est sûr, dans le calendrier du président, il y a des sorties qui sont prévues pour aller vers des populations là où il le faut, au moment où il le faut. Mais un président, il n'est pas là pour faire tout le tour de son pays. Bon, je vais il le fait quand il le faut. Ok, très rapidement, on va terminer avec cette histoire. Vous acceptez qu'on est dans un État organisé. Je pense qu'aujourd'hui, dans les pays, même aux États-Unis, les grandes puissances, même quand il y a eu un petit problème, un citoyen a été effrayé, même le président sort. Là, tu sais, psychologiquement. Non, attends, je termine. Donc, pour les questions d'autorité, quand vous prenez les préfets dans les villages, on ne les écoute pas. Même l'État lui-même. Tout dernièrement, à Léo, ou bien c'est où, quand il y a eu le problème, finalement, on est revenu au préfet, mais au début, on n'a pas tenu compte de lui. Quand vous prenez les hauts commissaires, quand il y a un problème, les administrateurs doivent connaître leur population, leur psychologie, leur comportement. Ça nous manque. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait cette autorité de l'État, il faut que par le haut, le gouvernement puisse voir comment il faut redéfinir les rôles de chacun et donner autorité aux autorités. Un préfet qui est assis au village, peut-être sa moto sans délice même ne fonctionne pas. Il est là assis, il va demander la moto
du plus brillant paysan pour pouvoir se rendre quelque part, ou bien il va se faire déposer. Vous pensez que les populations vont vraiment faire confiance à lui-là, ou bien entre le maire et le préfet, souvent c'est des conflits. Donc l'autorité de l'État passe aussi par la responsabilité des autorités. D'accord, vraiment c'est difficile. Alors on va... Oui, non, vous ne connaissez pas les réalités. Oui, les journalistes aussi sont gagnés par... voilà, on va évoluer dans le débat. Il y a eu un accident à Boromo, 70 morts, il n'y est pas allé. Voilà. Et pendant qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 2 morts d'intoxication alimentaire, Laurent Gbagbo y était. Voilà, si vous habituez à ce que Blaise Compaoré a fait et vous attendez la même chose d'Europe, on va subir les mêmes problèmes. Les problèmes vont venir les trouver à Kosiam. On va avancer dans le débat. Peut-être que, comme vous le dites... Non, ce n'est pas des conclusions hâtives. Il faut être réaliste et objectif. On a menti comme ça à Blaise Compaoré. Ça ne va pas, les gens sont... On va avancer. Et peut-être, comme vous le dites, peut-être qu'on va... demander le concours de ces Kolgoego, en tout cas pour lutter contre le terrorisme. Alors, en attendant, ce sont les gendarmes du GIGN de la France qui sont annoncés. L'information a été donnée par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur français, lors de sa visite à Abidjan suite aux attentats de Grand Bassam. Ces éléments pourront, dans la région, en cas d'attaque, intervenir rapidement, apporter des formations, apporter un concours dans des circonstances de crise de terrorisme, a-t-il ajouté. Alors, que pensez-vous de cette décision? Est-ce qu'elle va permettre de mettre la sous-région à l'abri ou en tout cas de réduire considérablement les attaques terroristes? Bama. Moi, je crois que c'est les genres de problématiques qui vont avec les deux facettes qu'il faut voir. C'est-à-dire que certainement, ils pourront apporter leur concours dans cette lutte-là, mais en même temps aussi, il y a le revers aussi de la médaille qui est que, en même temps, si on se met dans la ligne de mire aussi des terroristes, parce que, voilà, se sentent défiés par ce GIGN-là qui va venir, et disent que, voilà, si vous venez vous installer ici, c'est que, voilà, nous, on va aussi frapper, parce que le président de la France n'a pas empêché qu'il puisse frapper en France. Donc, en même temps qu'il peut venir nous aider à traquer ces gens-là, en même temps aussi, on se définit comme cible potentielle pour eux aussi. Et c'est là où la chose peut poser problème. Mais moi, je dis, par principe, c'est souvent l'utilisation politique de ces gens de coopération-là, de collaboration c'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit on vient pour vous aider, ces gendarmes qui viennent là, où se trouve notre souveraineté avec tous ces gens-là qui viennent. C'est comme depuis même cette coopération militaire dont on parle depuis qu'on est indépendant. Finalement, on n'a plus de souveraineté avec ces gens-là. Quand ils viennent chez nous ici, ils infiltrent tout notre dispositif de sécurité. Ils ont tout ce que nous avons comme... tout le cœur de notre souveraineté dans leurs mains. Finalement, c'est ça, on n'a plus de souveraineté avec ces gens. Moi, je dis, oui, on a besoin de collaborer, mais aussi on a des compétences en interne qu'on doit pouvoir valoriser. Nos jeunes gendarmes, on a des jeunes gendarmes très compétents. Moi, j'ai eu le privilège une fois de suivre l'unité, comment ça s'appelle, l'unité spéciale de la gendarmerie qui commande le jeune commandant Somda. Mais, ouais, Evra, voilà. Mais c'est des gens, il faut leur faire confiance, leur donner les moyens pour travailler. Ils ont les compétences, c'est peut-être les moyens qui leur manquent. Donc, et chaque fois, se mettre là, attendre que ce soit les Français qui viennent s'installer chez nous pour nous garantir notre sécurité, ce n'est pas toujours la solution. Comptons d'abord sur nous-mêmes. Et si les Français doivent venir souvent en appoint aussi, bon, tant mieux. D'accord, voilà. Dassi. Oui, moi je pense que je ne suis pas dans les idées reçues. Je l'ai dit ici, la question du terrorisme en Afrique de l'Ouest est une question néocoloniale et coloniale. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des annoncés non, si c'est ça, j'en viens. Si c'est gens, j'en viens. Rapidement, donc, c'est une suite logique des choses. Parce que depuis un certain temps, il faut recadrer les plans militaires en Afrique. Donc, la France, depuis l'opération Barkhane, a quadrillé ces choses. Le Burkina, vu sa position stratégique, était depuis longtemps convoité. Et au Burkina, avec l'opération Barkhane, c'est les troupes de COS, voilà, commandement des des opérations spéciales qui est basé au Burkina. Au Niger, c'est les renseignements. Au Tchad, c'est l'aviation. C'est calculé. Et maintenant, si la GIGN doit venir, ce n'est pas étonnant parce que le Burkina semble être le milieu où il faut positionner les troupes d'élite
et en cas de cas, voilà. Sinon, le terrorisme dont on veut nous faire parler, moi, je ne suis pas dans cette émotion parce que véritablement, quand on regarde les États africains, on ne sait pas en quoi ils vont subir ces attaques. C'est le terrorisme d'État qu'on achète pour pouvoir acheminer d'autres choses. Si c'est Thomas Jalot qui disait que la coopération militaire est un outil de contrôle. Et aujourd'hui, pourquoi c'est la France qui a toujours ses troupes en Afrique, dans ses anciennes colonies, qui a des bases militaires? Vous avez vu que la Licorne est devenue, par exemple, une base militaire en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y avait la 32e ou bien c'est quel Bima là. Mais voilà, et ça ne les a pas empêchés. Vous voyez à Dakar, un peu partout. Et si vous regardez après la colonisation, la France a plus fait d'interventions militaires. Et il y avait une direction, la direction de la documentation extérieure et de contre-espionnage au temps de Foccart, avec le colonel Mercier. C'est eux qui organisaient ces coups d'État, qui défaisaient, qui créaient des problèmes. Maintenant, les choses ont changé. Dieu merci à les djihadistes. On se retrouve au Moyen-Âge. Il faut venir sous la couverture djihadiste pour contrôler les choses. Donc, si c'est cette question néocoloniale, bien au contraire, nous ici, on ne peut rien. Puisqu'on a des présidents aussi guignols. C'est grâce à des associations françaises même que nous-mêmes, on a maintenant l'information. Sinon, quand les troupes là s'installaient à Cambouensé en temps, qui a parlé de ça sous Blaise Compaoré? C'est en temps les gens voyaient les militaires français. Et maintenant, on revient sur la question de souveraineté d'État. Quand il s'agit d'organiser des référendums de n'importe quoi, on dit qu'il faut consulter le peuple. Mais là où, comme le dit Lagui Bama, là où il y a les domaines de souveraineté, on ne consulte pas le peuple. Tu t'assois un beau jour, des gens circulent qui sont là pour vous sécuriser. Qui a sauvé la France pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est nous. On ne les a pas payés. Pourquoi aujourd'hui ils vont venir assurer notre sécurité? Et qui paye? C'est ça aussi. C'est qui paye ces factures? Robespierre a la parole. Oui. Voilà. Oui, je crois que ce qu'il dit vraiment, ça a un air du déjà entendu et même, je crois, dépassé. Bon, pour revenir au GIGN, je crois que c'est moins la présence, l'arrivée de ces éléments d'élite de la gendarmerie nationale française qui pose problème que l'annonce. Je m'explique. C'est mardi, comme vous l'avez dit, le 15, que Cazeneuve a annoncé l'arrivée d'éléments du GIGN au Burkina Faso. Alors que selon des sources très proches de l'Élysée, et même de Kossiam ici, les autorités burkinabées n'étaient même pas encore informées. Les autorités burkinabées ont été surpris de l'annonce faite par Cazeneuve. C'est par la suite quand notre ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, est entré en contact immédiatement avec son homologue Jean-Marc Ayrault, qu'après maintenant, Alpha Bari a dit que ça constitue une piste de coopération militaire. Je crois que c'est dans la manière d'annoncer là qui peut effectivement froisser ceux qui parlent de souveraineté. Mais sinon, dans les faits, c'est établi la lutte contre le terrorisme qui s'internationalise ne peut porter de fruits que si on internationalise également les efforts. Il faut mutualiser les efforts. Aucun pays aujourd'hui ne peut faire face à ce péril sécuritaire. Pas les grandes puissances, encore moins des États comme les nôtres. Donc je crois que si, dans le cadre de cette coopération, nous pouvons bénéficier de l'expertise militaire de certains États, je crois que c'est à prendre. Et puis les gens sont un peu en train d'exagérer. Les éléments du GIGN qui vont venir, c'est quoi? Ce n'est pas dans le cadre opérationnel, mais c'est dans le cadre de conseil. C'est pour renforcer les compétences dont parle Lagui Bama avec une unité dite de la gendarmerie là. C'est pour venir les conseiller et puis encadrer davantage. Sinon, ce n'est pas toute une troupe qui va arriver. Ça ne va même pas dépasser 2 ou 3 éléments qui vont venir. Donc je crois que ce souverainisme-là, Une trentaine. Non, même pas une trentaine. Je vous dis, ça ne va même pas dépasser 5. Ça ne va pas dépasser 5. Franchement, peu importe le nombre, je crois que ce n'est pas gratuitement que la France procède à l'installation progressive de ses troupes ici. C'est clairement à dessein. Et c'est à dessein. Dans ce cas, demandons-nous pourquoi. Et pourquoi le terrorisme et l'installation progressive des troupes françaises se font ensemble? Pourquoi ça se fait ensemble? Pourquoi la France profite du terrorisme pour s'installer progressivement chez nous, pour contrôler nos pays? Moi, c'est la question fondamentale que je me pose et je crois que ça peut ramener
au développement que Dacier vient de faire. Parce qu'apprendre les choses superficiellement, oui, mais pourquoi d'après vous la France annonce sans nous consulter au préalable? Bernard Cazeneuve dit à Abidjan, moi j'ai discuté avec le chef de la gendarmerie française et nous avons décidé de faire venir des gendarmes français à Ouagadougou. Et 2 jours après, le ministre Alpha Bari dit, oui, il y a des négociations en cours pour que des gendarmes viennent à Ouagadougou. Ça veut dire que ça ne dépend pas des autorités burkinabées. Ça dépend des autorités françaises. Ce sont elles qui décident de quand et comment. Voilà. On doit aller plus loin. On doit leur dire, vous ne devez pas vous permettre de tout faire à Ouagadougou. Vous ne devez pas vous permettre de tout faire au Burkina Faso. Vous devez travailler en étroit partenariat si vous voulez effectivement lutter contre le terrorisme, mais vous ne devez pas ramener le néocolonialisme chez nous. D'accord. Alors non, on va progresser, chacun s'est prononcé sur la question. Alors on va rester avec la question sécuritaire avec cet attentat qui a frappé la Côte d'Ivoire. C'est la station balnéaire de Grand Bassam qui a été visée. L'attaque a fait 18 morts. Alors est-ce que vous avez été surpris par cette attaque d'Acier? Moi, je ne suis pas surpris. Je vous ai dit, c'est le terrorisme d'État et ça s'achète. Voilà, ça s'achète. Et quand on fait du terrorisme, Yahi Boni a pleuré quand il y a eu des choses, Charlie ou bien c'est quoi là. Mais il n'a jamais pleuré au Nigeria, ce qu'on tue. Quand on a frappé, les chefs d'État, chacun ils se lèvent ensemble, ils s'en vont que c'est pour apporter les soutiens. Et on dit les choses, ah, il faut se mettre ensemble. C'est absolument faux. Même les États-Unis maintenant même ne parlent plus de terrorisme comme ça. C'est la France qui est là, qui va frapper, on fait des essais militaires. Et dans toutes les colonies françaises, chacun paye. Voilà, l'attaque de Grand Bassam. Et vous dites, vous luttez contre les terroristes, il est où? Rappelez-vous. J'ai même envoyé ces choses-là. Rappelez-vous l'indépendance du 25 octobre 1994 et l'indépendance du 13 septembre 1994. Norbert Zongo, la visite de Alpha Oumar Konaré au Burkina, Norbert Zongo avait traité de ces questions. Ça devient, il sera intéressant que l'indépendant même réactualise ces écrits-là. Qu'est-ce qui se passe? Depuis l'affaire Touareg, la France préparait son coup. Et Alpha Oumar Konaré, quand il est venu au Burkina, avait une importante délégation militaire, il y avait 2 civils dans sa délégation, a dit au président Compaoré, l'exemple du Rwanda doit nous servir d'exemple. On nous met en conflit entre nous, quand ça chauffe, les Européens ils viennent prendre les ressortissants et ils laissent le feu qu'ils ont allumé, nous on se tue. Donc, entre nous là, on doit vraiment se comprendre pour ne pas... C'est depuis l'affaire, vous connaissez des gens qui tuent, vous ne les faites rien. Donc, l'attaque de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire maintenant a payé son gombo. Peut-être même un jour, vous allez entendre que c'est Togo ou bien c'est Bénin, et ça va boucler la boucle. On va dire, ah, c'est parti de l'autre côté. Mais on ne les voit jamais. Quand il y a l'attaque, ça va mettre 2 heures pour intervenir. Vous avez vu l'attaque à Ouagadougou? Stratégiquement, même chez moi au village, stratégiquement, on n'est pas dans ça. On peut intervenir plus rapidement. Quand on dit à voler, on a crié comme ça là. Chacun en descendant de sa maison sort avec son carquois et le village est bouclé. Mais dans un pays organisé, l'État ne fonctionne pas comme le village. Mais l'État fonctionne. On attaque en pleine ville, on fait une attaque, il faut attendre près de 6 heures pour intervenir, alors que vous avez la BAC, vous avez l'UIPN, vous avez des unités d'élite qui sont prêtes 24 heures sur 24. On a des voisins, des frères, des camarades, des promotionnaires policiers. Il y a d'autres, ils sont là 24 heures sur 24. Mais comment ça veut dire qu'on attaque, les gens attendent 6 heures, qu'il faut attendre, les militaires français vont quitter Gao pour venir intervenir à Ouagadougou? Ce qui veut dire c'est payé. C'est payé, il faut le dire absolument. L'Afrique n'est plus, on ne doit plus continuer à raisonner comme des enfants dans ce monde. On est là à l'école, on a des grands niveaux, on lit les grands universitaires européens, on a des grands intellectuels. Changeons de regard pour ne pas être dans les idées reçues. Quand on dit que c'est la pauvreté, c'est absolument faux. Mais la France elle-même n'est pas épargnée par les attaques. C'est le terrorisme. Hitler envoyait des commandos terroriser des Allemands qui sont dans d'autres pays pour prendre ça, pour dire que on terrorise les Allemands. Lui, vraiment, il faut qu'il les défende. Vous n'avez pas fait, c'est un coup de troisième là. Le terrorisme d'État qui amène l'État à agir. C'est un coup de troisième, vous envoyez un élève de troisième pour qu'il va vous expliquer ça. Parce que si la France elle-même n'a pas pris les précautions que les terroristes ne frappent pas. Le terrorisme, c'est pas la France. C'est dans les pays arabes, c'est aux États-Unis, c'est en Iran, c'est en Sagnon, j'ai employé un concept. L'État islamique, c'est une organisation qui s'internationalise. Sagnon, j'ai employé un concept, je fais de grandes analyses. J'ai dit terrorisme d'État. Donc vous pensez que c'est du terrorisme d'État, ça veut dire que c'est organisé. Il faut analyser c'est quoi on appelle le terrorisme d'État. Voilà, c'est un grand concept. Ça veut dire que vous dites que le terrorisme qu'on vit actuellement est organisé par quelqu'un. Pas des États. Qui?
pas Non, des on a- États. on n'a pas- Les on n'a mêmes pas besoin de dire- Mais parce que c'est c'est pourquoi pas- j'ai dit non, il n'y a pas de pays qui est épargné pour le moment. Si vous prenez les pays arabes, c'est la gangrène du moment, de l'Irak en passant par la Syrie. Sagnon, en passant par oui, je vais vous dire que je vais vous dire comment c'est les États. Je vais vous dire comment c'est les États. Non, non, vous avez posé une question, il faut qu'on vous réponde. Aujourd'hui, si vous voulez payer une voiture, une simple voiture, qui ne sera pas au courant, la douane, les transitaires, quoi. Mais comment se fait-il que des gens ont des fusils d'assaut, des gens ont des grenades, des gens ont des véhicules blindés pour faire des attaques contre des États? Où ils ont eu ça? Pourtant, pour payer une arme, c'est des numéros. Le Burkina, on sait la série des armes qui vont ici. qu'il y a dans le domaine des... Mais est-ce des que armes. vous imaginez, Sagnon, que c'est possible que ces gens-là travaillent vraiment sans être identifiés à certains endroits, qui peuvent avoir des camps d'entraînement où ils forment des gens sans pouvoir être identifiés quelque Non, ça part dans le monde. c'est une autre question. C'est pourquoi on pense Ça, que c'est une organisé. autre question. Vous Oui. répondez, ça veut dire Oui, que mais c'est organisé. comme vous le dites, Les de grands façon analystes appellent ça partie. C'est terrorisme ça, j'ai posé d'État. la question. Là, il faut qu'on fouille. Voilà. Nous sommes Dans les des grandes journalistes, écoles. nous avons des moyens d'investigation. Là, Ibama est là. Il faut qu'on cherche. Et on va savoir donne c'est la dans parole. Dans les grandes Là, il y a écoles, quelqu'un derrière. on parle de terrorisme à la d'État. parole. L'Adibama à la parole, oui. Bon, moi, je ne vais pas aller jusqu'à faire des affirmations. C'est vrai, à ce stade, on ne peut que se poser des questions. Hein. C'est vrai, c'est tout à fait légitime de se poser des questions. Mais moi, je peux que poser des questions, mais je ne peux pas faire d'affirmation parce qu'on n'a pas d'éléments concrets qui disent que c'est organisé par tel ou tel État. On n'en a pas. Mais quand on regarde l'enchaînement des faits, quand on regarde souvent comment les choses sont organisées, les moyens que ces gens utilisent souvent, on en a même parlé sur ce même plateau il n'y a pas longtemps concernant Boko Haram. Mais vraiment, c'est une nébuleuse qui est là, mais quand on essaie de regarder, mais on ne peut pas comprendre que des gens comme ça, qui n'ont pas d'appui dans certains milieux, puissent quand même arriver à ce degré de terrorisme-là et sans être inquiétés et tout ça. Il y a des questions qu'on se pose souvent, mais on ne peut pas dire que c'est tel ou tel État qui est derrière ça. C'est compliqué pour le moment. Moi, en tout cas, c'est... Donc, pour revenir à votre question de départ, là, on a été tous surpris, hein, moi, même si Dassi dit qu'il n'a pas été surpris. Moi, j'ai été surpris de ce qui est arrivé à Grand Bassam. On pensait au moins que les pays encore, comme la Côte d'Ivoire, les pays côtiers étaient encore en retrait de ce phénomène-là, parce que jusque-là, c'était dans la bande sahélienne, oui. Voilà, qu'on voyait ça, et que ça se passe sur le littoral, à Grand Bassam même. Vraiment, moi, je ne m'attendais pas à ça, j'étais surpris. Mais c'est une manière de dire que, finalement, ils n'ont plus de limites. Tout le monde est dedans aujourd'hui, ils n'ont plus de limites, ils peuvent frapper partout. Et à nous de nous organiser pour faire face à ça maintenant. D'accord. Ouais. Alors, Robespierre. Oui, contrairement à mon ami ici, en tout cas, moi aussi, j'ai été surpris par les attaques qui ont frappé la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cette stupéfaction, je crois que ça démontre quelque chose. Que le terrorisme, le djihadisme, là, est en train de se déplacer. Quand on va faire un peu l'historique, quand ça avait commencé dans les années 90 avec le GSPC qui est devenu plus tard AQMI, c'était en Algérie. Ensuite, ils sont descendus vers le nord du Mali. Du nord du Mali, ils sont venus vers le centre, le sud du Mali, le Burkina Faso, et aujourd'hui, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la preuve que le phénomène est en train de prendre davantage d'ampleur. Et à cette allure, aucun pays n'est à l'abri. Même les grandes puissances, que ce soit les Américains, les Français, qui ont tous les moyens de renseignement, ils ne sont pas à l'abri parce que ces djihadistes-là, qu'est-ce qu'ils mènent? C'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée qui est là, qui vous déclare la guerre à l'avance. Voici notre position, nous venons vous attaquer tel jour. Ce n'est pas la surprise. Donc, ce qui fait que personne n'est à l'abri. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcément la coopération. Cette coopération-là s'impose. Que les pays qui ont une certaine expérience en matière de lutte contre ce djihadisme-là, contre le terrorisme, la partagent avec les pays qui sont nouvellement touchés. Aucun pays ne peut s'en sortir seul face à ces djihadistes-là. Maintenant, ceux qui parlent de chauvinisme, moi je dirais c'est du chauvinisme de pacotille. Il faut peut-être avoir les moyens de son chauvinisme. Vous n'avez absolument rien. D'autres sont prêts à vous offrir leur expertise. On crie que c'est du néocolonialisme. Mais ces Français, ils n'ont pas besoin d'amener leurs militaires ici pour vous coloniser ou pour vous soumettre. Ils n'ont pas besoin d'amener ces militaires-là.
ils ont d'autres moyens pour vous soumettre. Bama, Sur ce point, par contre, je crois qu'il faut quand même qu'on puisse savoir raison garder pour ne pas aller qu'à un certain niveau. Hein. Faut pas être trop naïf aussi souvent. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ça s'est fait vraiment de façon gratuite pour nous. Moi, je refuse d'accepter ça. Parce que cette présentation manichéenne de la situation-là, moi, je pense que... Non, c'est pas gratuit. Donc, voilà, justement. Mais quand on sait que ce n'est pas gratuit, ben, affirmer comme ça que non, il faut qu'on accepte sans se poser des questions cette collaboration qu'on nous propose là, moi, je dis non. Cette collaboration-là, la contrepartie, c'est quoi? C'est eux-mêmes les Français qui nous ont dit que les États n'ont pas d'amis. Hein. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Donc, quand c'est comme ça, il faut être prudent. Et moi, je dis que si c'est pour nous former, là, on va là-bas. On a des militaires qui vont se former en France, Saint-Cyr. On est tout le temps là-bas en train de défiler là-bas. On peut aller là-bas se former. Ils peuvent aussi venir comme... Par souveraineté, n'allez même pas vous former. Non, on n'a pas dit ça. Moi, j'ai toujours... Non, si tu as bien suivi mon intervention au départ, j'ai dit non. J'ai dit non, on est d'accord pour la collaboration, on est d'accord pour la coopération militaire et tout ça, mais... sachons définir cette collaboration-là. C'est pas, on ne va pas se poser là comme ça, chacun vient. On va pas rester sur le pouvoir qu'on avance. C'est pas pour chacun a eu l'occasion. Chacun a eu l'occasion de se prononcer. On avance, on a moins de 10 minutes pour finir de terminer le... Je voulais donner juste ce cas-là, parce qu'il ne faut pas qu'on soit naïf aux yeux du monde avec ce que Saint-Pierre vient de dire. Au Niger, c'est la France qui a organisé les rébellions à cause de l'uranium selon les thèses de l'association Survie. Si vous lisez ces documents-là, une association française qui dénonce la France-Afrique, c'est écrit noir sur blanc que c'est la France qui a organisé parce que le Niger... voulait vendre son uranium à bon prix. Donc c'est ce que je voulais dire. Et maintenant pour le prix, la logistique militaire coûte très cher. De Bendouté. Alors on va revenir au Burkina Faso avec le Conseil des ministres du mercredi dernier qui a annulé la décision de nomination de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida en qualité d'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. Alors c'est une nomination, on peut le dire, qui a été pratiquement faite dans la clandestinité. Rabo. Oui, et sur ce plateau, nous avions dit que ce n'était pas bien, vers la fin de la transition, de procéder à des nominations d'ambassadeurs comme ça en série, parce que ça allait mettre mal à l'aise le nouveau président. On l'avait dit sur ce plateau, et je crois que le nouveau président, Roch-Marc Christian Kaboré, a usé de son pouvoir discrétionnaire pour annuler ce que Michel Kafando a fait le 22 décembre. C'est tout à fait normal. D'accord. Alors, Rabo, et j'ai dit Rabo, pardon, Bama. Non, c'est vrai, c'est ce que Rabo vient de dire. Je crois qu'on a eu ce même débat ici où on a déploré qu'à la veille de la prise de fonction du nouveau président, à la veille du départ des autorités de la transition, on se met à nous servir toute un chapelet voilà, de nomination. Mais toi, tu t'en vas. Tu nommes des ambassadeurs qui vont pour remplacer et enfin pour représenter quelqu'un qui vient après toi. Mais laisse-lui le soin de venir nommer ses représentants. On n'a pas du tout compris ça. Et moi, je crois que au-delà des Zida, il y a eu d'autres nominations qui ont eu lieu dans le même laps de temps-là. Il faut pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que moi, en son temps, ça m'a choqué. Je n'ai pas du tout compris ça. Et en plus des Zida, il y a des nominations qu'il faut pouvoir annuler dans la même ligne de lancer, quoi. Oui, le fait est que cette nomination n'a été publiée dans le journal officiel que le 10 mars à côté. Est-ce que ça veut dire que les autorités qui viennent d'être mises en place n'étaient pas au courant de cette nomination? Dacier. Bon, moi je pense que c'est quelque chose, ça veut dire que c'est un autre débat politique qui vient d'être déclenché parce que sous la transition, on entendait dire que la transition elle-même roulait pour le MPP et qu'il y avait beaucoup d'accointances. Et maintenant, s'il y a eu ces nominations, je pense que aussi c'est en fonction des calculs politiques de part et d'autre. Et maintenant, si on vient vraiment à annuler cette nomination, et je pense que si on veut annuler pour Zida, peut-être que ça vaut pour tout le monde, comme l'a dit Bama. Il faut annuler toutes ces nominations-là. Sinon, on pourrait qualifier ça aussi de pression venue de quelque part. Parce qu'on a vu qu'au Burkina, à l'intérieur, il y a le clientélisme politique. Et entre nous et les Syriens, c'est de la prostitution politique. Et d'aucuns disaient que M. Zida est proche des États-Unis.
Voilà, donc si... Non, mais est-ce que ce n'est pas le fait que son nom est cité dans des histoires de vente de parcelles que le gouvernement a fini par prendre cette décision? Non, je ne pense pas parce que si les États-Unis n'ont pas manifesté comme c'était le cas de Mathieu en Afrique du Sud, quand on l'a nommé ambassadeur, et on aurait appris que l'Afrique du Sud même a dit qu'ils ne veulent pas, parce que quelqu'un qui a détourné autant d'argent. Donc, si les États-Unis n'ont pas dit que, en tout cas, vu ce qui s'est passé, et ils ne veulent plus la personne des Zida pour être notre ambassadeur, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, s'il y a eu cette dénomination, peut-être qu'il y a quelque part des jeux politiques. Si on trouve que Zida est trop proche des États-Unis, peut-être que si l'autre camp français voit que peut-être en allant là-bas, il peut revenir avec d'autres forces ou bien il peut y avoir d'autres... Je ne sais pas. Donc, il faut voir ce débat-là sous cet angle parce que quelque part dans nos pays, souvent ce qui nous arrive, ce n'est pas nous-mêmes. Souvent, c'est cette procession politique, c'est-à-dire entre nous et les Syriens qui nous imposent certaines choses. Sinon, pour moi, je suis surpris parce qu'on a tous entendu, vu ici que les gens étaient sûrs que la transition roulait pour le MPP et on ne peut pas comprendre que le MPP arrive et que Zida commence par être le bélier des sacrifices entre griffes, si on peut le dire ainsi. D'accord. Voilà. Donc il y a quelque chose qui... Oui, concernant effectivement l'annulation de ce décret-là, il faut l'analyser en tenant compte de deux facteurs. D'abord, les conditions de la nomination de Zida en tant qu'ambassadeur et le contexte dans lequel ce décret d'annulation intervient. Comme ont dit les deux confrères, effectivement, on avait été tous surpris, voire même gênés, qu'à la fin de la transition, on se mette à procéder à des nominations comme si on cherchait des points de chute pour un certain nombre de personnalités. Mais pour le cas Zida, c'est parce que du fait que cela n'a pas été communiqué en Conseil des ministres et c'était le 22, samedi, que le décret a été signé. 5 jours après, le 27, lors d'une conférence du revoir, la question a été posée à M. Zida et il a dit que non, il a été seulement consulté. Donc c'est comme si on cachait quelque chose. Et pire, récemment, c'est paru dans des contextes, dans des circonstances encore troubles au niveau du journal officiel. Donc l'un dans l'autre, ça commençait à faire un peu trop. Et il y a le contexte. Comme l'a dit Laye Bama, il y a beaucoup de faisceaux de soupçons qui convergent vers le Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Donc vous voyez, dans ces conditions, le président Roch Kaboré et le président Roch... Il va falloir... Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas seul. Le président Roch Kaboré prend le risque de nommer quelqu'un ou bien de laisser une personnalité qui est censée, qui doit représenter l'État burkinabé, sur lesquels pèsent des soupçons de corruption, comment on appelle, de détournement, etc. C'est l'image même du Burkina qui est en jeu. Donc il ne va pas prendre ce risque-là de cautionner cette nomination parce qu'on ne sait jamais, Zida peut être rattrapé effectivement. Jusqu'à présent, il est présumé innocent, mais on ne sait jamais, il peut être rattrapé et même inculpé et vraiment ça ne fera pas sérieux pour le Burkina. Donc je crois que c'est une mesure qui était vraiment nécessaire, quitte à ce que par la suite, ça prouve que tout ce qui est reproché actuellement au Premier ministre Zida ne soit pas fondé et que par la suite, on pourra le nommer là où il peut. Mais actuellement, avec tout ce qui tourne autour de lui, je crois que ça sera hasardeux de le nommer comme ambassadeur dans un pays. Avec toutes ces... Par contre, par rapport à tout ce qui s'est dit autour là... Un dernier mot sur... Oui, par rapport... Moi, je fais la différence entre l'annulation du décret de nomination du Premier ministre Zida comme ambassadeur à Washington et puis tout ce qu'il y a à faire comme affaire scandale autour. Moi, je crois que pour les scandales là, quand même, il doit y avoir quelqu'un derrière qui a besoin que la presse soit occupée par autre chose que par l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est le programme du président Roch. Il ne faut pas faire une fixation sur le Premier ministre Zida. S'il a créé des problèmes, il faut l'enfermer, puisqu'il avait enfermé d'autres personnes. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais il ne faut pas qu'on s'embrouille dans les... Zida a fait quoi, il a fait quoi. Mais Zida, il était avec Guillaume Soro. Donc, il n'était pas un enfant de cœur. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous faire des révélations sur Zida. Rien n'est nouveau. D'accord. Il faut qu'on avance parce qu'il nous reste moins de 5 minutes pour achever cette émission puisqu'on a commencé à 11h, à 11h05 minutes. Alors on va parler des élections
au Bénin et au Niger, alors deux pays qui élisent aujourd'hui même leur président dans des contextes totalement différents. Au Niger, l'opposition s'est retirée du processus, alors qu'au Bénin, le second tour oppose Lionel Zinsou et Patrice Talon. Deux réalités différentes, démocratie, pas de démocratie. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, Bama? En 1 minute, s'il vous plaît. Ok. Alors, non, je crois que dans ces deux pays, comme vous le dites, c'est vrai, c'est des contextes totalement différents. Et un côté où le président, enfin, le candidat sortant, il va, je crois, moi, c'est ce que je pense, il va haut les mains remporter son scrutin puisque son challenger a jeté l'éponge. Et l'autre côté où il y a un qui est du système sortant qui est en course avec un qui avait maille à partir à la justice il n'y a pas très longtemps et qui se positionne aujourd'hui comme en tout cas un potentiel locataire du palais de Cotonou. Parce que quand on regarde mathématiquement, si les alliances telles que c'était prévu au départ se confirment, il devait pouvoir l'emporter. Donc là, je pense que le Bénin va encore confirmer que vraiment ils sont en avance en matière de démocratie. Et le sortant qui est, enfin, le Premier ministre qui était du système sortant, moi, à mon sens, va difficilement pouvoir l'emporter. Et c'est l'opposant qui risque de faire la différence. Le milliardaire, comme on l'appelle. Oui, Dassi. Bon. Très rapidement. Oui, je pense que effectivement, ce sont deux pays avec des réalités différentes. Et avec des histoires différentes, mais pour moi, ce n'est pas ça véritablement la démocratie, parce qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de fond, trop de partis politiques. De l'autre côté, celui qui est en prison, on veut qu'il... Bon, vraiment, cette culture... Il est actuellement évacué en France. Voilà, voilà, même s'il n'est pas malade, on peut l'amener pour dire qu'il est malade, pour dire que, bon, pour ne pas le laisser battre la campagne. Voilà, mais moi, ce que je déplore, il va falloir qu'on cesse cette culture politique française qu'on a à nous, qui nous traumatise. Les gens font trop de temps dans la politique. C'est chez nous, les Français, qu'on a les opposants historiques. Les gens sont en prison, on veut qu'ils déposent leur candidature. Bon, vraiment, il n'y a pas de charisme ni de débat d'idées. Vous voyez, au Bénin, il y a combien de partis politiques? Non, combien de candidats? Il y avait 33. 33 candidats. Oui, départ, bon, c'est pas ça, c'est de l'enfantillage. C'est trop enfantin que dans un pays, il y ait 33 personnes qui veulent faire... Bon, et les gens sont là-bas. Mais c'est la démocratie. Non. C'est ça, je dis, il faut que nous quittons les idées reçues. La démocratie, dans l'histoire de l'Europe, quand ils l'ont abordée, n'a jamais été ce que nous pensons que c'est la démocratie. Mais des pagailles comme ça. Il fallait combien de candidats pour... Il fallait combien de candidats? Au maximum, si on a trop de candidats, 4 ou 3. Parce que les gens, quand même... comment on appelle, ont conscience que c'est les débats d'idées, c'est des programmes qu'on vote. On va donner la parole à votre ami. Vous faites une bonne élection présidentielle, il faut 3 ou 4 candidats. Non, moi je pense que si on est dans une démocratie pluraliste, il faut laisser les gens comme ils veulent. Dans tous les cas, le peuple, il n'est pas bête, il choisit. Et il a choisi deux, Patrice Talon et Zinsou. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le candidat qui était présenté comme le candidat de la France, qui est arrivé seulement dans son pays en juin, est en passe d'être battu. Parce que tous les autres candidats perdants là ont rallié Patrice Talon, le milliardaire comme vous l'appelez. Donc ça va être une bonne chose si le candidat de la France, entre guillemets, est battu. Ça va être une bonne chose et ça va être vraiment voilà, la sanction de Yahi Boni qui n'aurait pas présenté un bon bilan puisque c'est son candidat aussi, Lionel Zinsou. Maintenant au Niger, moi j'avais dit ici, au second tour, Mamoudou Issoufou allait gagner parce que tout a été préparé pour ça. D'accord. Alors, Robespierre. Oui, mais c'est comme tu l'as dit, hein, c'est deux scrutins, deux réalités. De l'autre côté, au Bénin, bon, c'est une tradition presque républicaine qui est en passe d'être rééditée, parce que depuis les années 90, le Bénin, en inaugurant les conférences nationales souveraines, a en même temps amorcé une dynamique démocratique qui jusque-là vraiment continue de faire ses preuves. C'est là-bas qu'on a vu le premier président, la première alternance, premier président élu qui a été battu, ensuite il est revenu et depuis longtemps, bon, l'alternance vraiment continue de plus belle et je crois qu'on est en passe de rééditer vraiment ce raffinement démocratique-là. Mais c'est dommage que de l'autre côté au Niger, ça se passe vraiment dans ces conditions où bon, il y a des soupçons de fraude, il y a des soupçons et de scrutin inégalitaire puisque l'autre était en prison. Malgré ça, ses hommes ont battu campagne. Ensuite, au second tour,
Bon, il y a eu ces petites querelles jusqu'à ce qu'il soit évacué, l'opposition se retire, la société civile se retire. Bon, c'est sûr, Mamadou Issoufou va remporter, mais vraiment, bon, quelle sera la part de légitimité? Moi, je crois que c'est ça qui va venir gâcher. Et ce qu'il faut craindre, c'est qu'au Niger, l'histoire a également montré que la plupart des crises politiques, généralement, aboutissent à des coups d'État. J'espère que cette fois-ci, on ne va pas en arriver là. D'accord. Merci, ça sera le mot de fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le cap de 11h. J'étais sur ce plateau avec Ladji Bama du journal Le Reporter, avec également Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, Alain Saint-Robespierre de l'Observateur Parga et Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Woo!